Bonjour à tout le monde et je, je m'appelle Bruno Van Petersberg et je vais vous présenter une conférence sur les challenges de la valorisation technologique et principalement dans les universités. Donc juste un petit recul historique. Vous savez que l'université a été créée par Theodor Verhagen en 1834 et avec plusieurs aspects fondamentaux qui démarquaient notre université par rapport aux autres universités. La première, c'est l'esprit critique, le libre examen, le refus de tout dogme. Et la deuxième, comme toutes les universités, mais principalement pour notre université aussi, c'est une grande concentration sur la recherche scientifique et dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de sciences humaines, dans les domaines de sciences exactes, en chimie, en pharmacie, en médecine, mais également en sciences sociales et dans toutes les sciences humaines. Et donc notre université a été particulièrement active en recherche. Nous avons 6 prix Nobel, dont 4 scientifiques, et un des derniers prix Nobel en physique est le professeur François Englert, qui a été récompensé il y a quelques années, en 2013, pour ses recherches. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si l'école de commerce Solvay, qui est notre faculté, donc qui a été créée à la base par Ernest Solvay en 1903, il a tout de suite voulu, enfin il aidait énormément l'Université libre de Bruxelles et il a tout de suite voulu que cette école soit associée, rapprochée et même intégrée au sein de l'ULB. Et ce qui fait que notre école, la faculté, la Solvay Brussels School of Economics and Management, est assez particulière, c'est qu'elle est très proche des sciences, de l'innovation, bien entendu, du leadership et de la responsabilité sociale des entreprises. On offre un programme qui est extrêmement multivarié et qui intègre énormément de disciplines. Et donc, quand je parle, je reviendrai là-dessus, je voulais juste rappeler l'importance à la fois d'être dans une université et d'être orienté sur l'éthique et l'innovation. Alors, la mission de l'école, depuis le début, était d'éduquer des hommes et des femmes à gérer, à piloter des entreprises avec un très fort esprit d'entreprise. On remarque déjà auprès de nos étudiants pendant leurs études et évidemment après leurs études, nous avons énormément d'entrepreneurs et d'étudiants qui rentrent dans le processus d'innovation. Et alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'un aspect de l'entrepreneurship, vous allez avoir une conférence avec Olivier Whitmore sur l'entrepreneuriat en général, mais ici, ma conférence a trait à un aspect de l'entrepreneurship qui est celui du transfert de technologies universitaires. Donc, comment valorise-t-on certaines découvertes scientifiques pour permettre la création d'entreprises et donc la création d'emplois, la création de nouveaux produits, la création de nouveaux services qui sont utiles à la société. Et donc, si je reviens un peu sur ce contexte de recherche, donc maintenant on sort un peu de l'école, de la faculté, on y reviendra après, eh bien, vous avez de la recherche universitaire dans tous les domaines, mais certains domaines donnent souvent lieu à l'opportunité de créer de nouveaux produits ou services après les découvertes scientifiques. Et donc ici, j'ai juste montré quelques exemples. Vous avez de la recherche notamment en chimie, en biologie, vous avez de la recherche en médecine, évidemment, vous avez de la recherche en polytechnique. Et ces chercheurs font parfois des découvertes, même très souvent scientifiques, qui ont un potentiel d'être transformés et de pouvoir être l'objet d'une création d'entreprise ou de nouveaux produits. Vous avez l'exemple très fréquent des médicaments, mais vous avez également l'exemple de certains produits hospitaliers, enfin qu'on utilise en médecine. Vous avez l'exemple de produits chimiques et ainsi de suite. Et donc, ce qui est assez compliqué quand on est à l'université, c'est qu'on fait ces découvertes, mais il est parfois
il est compliqué après de voir s'il y a une opportunité de créer une entreprise ou un nouveau produit ou pas, parce que la recherche universitaire est indépendante. Elle se fait indépendamment de toute orientation, je dirais, entre guillemets, de marché. Mais parfois, il y a une opportunité, il faut arriver à la saisir. Et c'est là que ça devient complexe. Pourquoi complexe? Parce qu'il y a une très forte dimension scientifique et a priori, et c'est tout à fait normal, tout à fait légitime, il n'y a pas toujours une connexion directe avec le monde de l'entreprise. Et donc, il faut à la fois comprendre la complexité technologique et puis mettre en œuvre un business model, un business plan, une valorisation potentielle qui permettra de valoriser cette technologie. Et ceci fait appel à énormément de compétences et de capacités analytiques. Et au sein de la faculté Solvay, donc comme vous le savez, on a des cours de tous les domaines. Hein. On a des cours de droit donnés par des juristes et des professeurs de la faculté de droit. On a des cours de philosophie, on a des cours d'économie, bien entendu, de gestion, de chimie, de physique, donc qui vous permettent à la fois de comprendre les sciences et technologies, mais ensuite d'utiliser diverses compétences pour investiguer le potentiel d'introduction sur le marché, soit d'une nouvelle entreprise, un nouveau produit ou d'un nouveau service. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons des cours à la fois d'entrepreneurship, mais également de ce qu'on appelle de technology transfer, de voir comment on arrive à gérer ces transferts de technologie. Alors, je prends des exemples ici très concrets de quelques inventions développées à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez soit des modèles qui permettent d'améliorer la classification des cancers et donc d'identifier quel type de cancer on a et du coup quel type de produits thérapeutiques ou quelle stratégie thérapeutique il faut adopter. Nous avons des brevets dans le domaine de l'endoscopie, des brevets en orthopédie, et vraiment dans tous les domaines, je dirais, de la faculté de sciences, faculté de médecine, faculté de polytechnique, sont en général des facultés à l'origine de pas mal d'inventions. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, ces inventions sont très souvent très techniques, scientifiques, et il n'est pas toujours facile de savoir s'il y a une opportunité ou non. Bien entendu, s'il y en a une, nous voudrions qu'elle soit, entre guillemets, exploitée près de l'ULB, à Bruxelles, en Belgique, en tout cas, qu'elle ait un impact social régional plutôt qu'à l'étranger. J'aime toujours prendre l'exemple d'Alexander Fleming qui a inventé la pénicilline. Alexander Fleming était chercheur dans l'hôpital St. Mary à Londres dans les années 30. Il découvre la pénicilline, n'avait pas assez de moyens financiers pour mener à bien ses recherches, soit à l'hôpital St. Mary, donc il a transféré les recherches à Oxford auprès de deux professeurs, Chain et Florey. Et ces professeurs ont trouvé, Alexander Fleming avait trouvé la molécule, je dirais la pénicilline, et eux ont trouvé un moyen de production à grande échelle, enfin en laboratoire, à Oxford, donc de reproduire la pénicilline. Et il fallait encore un moyen maintenant de production industrielle pour créer de véritables médicaments. Eh bien, Oxford n'a pas du tout géré le transfert de technologie, et je raconte une histoire très longue en quelques secondes. Et au bout de quelques mois, la recherche a été transférée aux États-Unis. Et là, c'est un consortium d'entreprises pharmaceutiques et de laboratoires publics qui ont pris le relais, qui ont réussi à trouver un processus industriel de fabrication. Et l'entreprise principale qui était leader du consortium était en fait Pfizer, qui lui a permis d'exploiter la pénicilline, de la vendre dans le monde entier et de devenir la plus grosse entreprise pharmaceutique au monde qu'il est encore aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est un très bel exemple d'une recherche scientifique qui se fait avec des fonds publics en Angleterre, avec un professeur, Alexander Fleming,
qui était brillant, hein, un brillant scientifique, donc qui a fait toutes ses études et sa recherche en Angleterre. Et je dirais toutes les conséquences, tout l'impact économique, toutes les conséquences entrepreneuriales et l'impact économique a eu lieu aux États-Unis. Et donc ça a permis la création de plusieurs milliers d'emplois aux États-Unis et bien entendu aucun en Angleterre ni en Europe. D'où l'importance de pouvoir, lorsqu'il y a une opportunité éventuelle d'exploiter une découverte scientifique, de mettre en œuvre des mécanismes et d'avoir une politique entrepreneuriale qui permette d'exploiter ces découvertes et de maximiser la chance d'avoir une répercussion, un impact économique local. Et donc, c'est assez complexe, ça va bien au-delà de la complexité scientifique et je reviens vers là. Donc, tout le cours que l'on appelle à Solvay le cours de Tech Transfer consiste à analyser, on est en amont du processus entrepreneurial et de voir comment on peut transférer les découvertes scientifiques toujours en gardant les chercheurs impliqués, mais ce n'est pas leur mission première que de devenir entrepreneur en général, et de voir comment on peut transférer. Et vous voyez que le transfert du chercheur vers l'entrepreneur ou le transfert de l'université vers l'entreprise est un processus très très complexe et principalement humain. Hein, vous avez des financiers. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, Oui. vous avez partagé le mauvais écran et donc les slides ne changent pas. Est-ce que vous pouvez essayer de changer dans la partie des écrans que vous pouvez partager? Il y a les slides ou alors le PowerPoint. Est-ce que vous avez les différents, le choix? Vous voyez ici le nouveau PowerPoint? Oui. Et comme ceci? Là c'est mieux, oui. C'est mieux? Vous voyez l'éprouvette, enfin le flacon? Oui, c'est ça. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, désolée de vous avoir interrompu. Je vous en prie. Bon, ben, si je comprends bien, personne n'a vu les slides précédents? Non. Ah ben. Désolée. Il fallait me prévenir plus tôt. Ok, bon, ben, c'est pas trop grave. Je montrais des images de recherche scientifique à l'Université libre de Bruxelles et le fait que l'école de commerce, la faculté Solvay Brussels School of Economics and Management était très orientée sciences, innovation et leadership. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais bon, ben voilà les quelques slides. Ici, j'illustrais la complexité des découvertes scientifiques qui, par nature, quand vous prenez des découvertes scientifiques, elles sont par nature complexes, et puis alors pour les valoriser, c'est encore plus complexe que ça. Alors, ce qu'on a à l'Université libre de Bruxelles, on a une office de transfert de technologie qui a été créée en 1991 et qui vise dont une partie de l'activité sert à soutenir, à faciliter le transfert de technologie. Donc, je la présente ici parce que je crois qu'il y a un certain intérêt. On a très souvent des étudiants de Solvay qui, par la suite, travaillent dans ce département qu'on appelle ULB Technology Transfer Office. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a des conseillers scientifiques qui, eux, sont plus à même de comprendre les technologies. Il y en a 7. On a un legal advisor, donc conseiller légal pour les affaires juridiques. Et alors, on a des business developers qui, eux, sont très souvent, mais pas seulement, souvent des anciens de la faculté. Alors, je vais passer à la slide suivante. Alors, l'interface, ici, on rentre vraiment dans le concret, gère ce qu'on appelle la propriété intellectuelle et le transfert de technologie des inventions réalisées à l'université. Et donc, vous voyez ici, le cercle montre la distribution, l'origine de ces inventions. Vous voyez en bleu foncé, 62% des inventions viennent de biotechnologie, et puis le reste de toutes les disciplines des sciences, de la faculté des sciences et de médecine.
Et donc, l'université a 110 technologies actives, ce qu'on veut dire par là, qui ont été brevetées et pour lesquelles on cherche forcément une valorisation, c'est-à-dire la possibilité soit de créer une entreprise, soit de licencier la technologie, une entreprise existante. Donc, on dépose en moyenne entre 10 et 15 brevets par an. On a des accords environ 70 accords de licence et 53 spin-offs. Et donc, de manière systématique, dès que l'on rentre dans un processus de valorisation, c'est-à-dire vers un accord de licence ou la création d'une spin-off, on a de plus en plus besoin de compétences de gestion. Il n'y a pas qu'une compétence de gestion. La complexité n'est pas que scientifique, mais elle induit elle fait appel à des compétences juridiques, à des compétences financières, à des compétences de stratégie et avant tout à des compétences humaines. Et j'insiste là-dessus sur l'humain parce que bien souvent, quand un transfert de technologie ne fonctionne pas, c'est avant tout dû à des raisons humaines. C'est-à-dire vous avez dans ce processus des investisseurs qui ont certains objectifs et certains désirs, je veux dire. Vous avez les chercheurs, l'équipe de chercheurs qui, bien entendu, veut rester impliquée dans le processus et c'est tout à fait légitime. Vous avez les entrepreneurs qui ont leur propre vision du monde et leur propre mode de fonctionner. Et vous avez l'administration de l'ULB qui vise à protéger les intérêts de l'université et surtout des chercheurs qui ont découvert ces inventions. Et donc tout ça, tout ce bon monde se réunit et donc comme je le disais, ce n'est pas qu'une complexité scientifique et technique, c'est également une complexité humaine et évidemment de compétences. Alors en ce qui concerne les compétences, évidemment là ce sont des cours que l'on suit plutôt dans les années de master. Et donc on a un cours qui s'appelle Tech Transfer et donc Technology Transfer et donc dans ce cours les étudiants reçoivent des brevets très concrets récemment déposés par l'Université libre de Bruxelles et on leur demande d'imaginer une voie de valorisation. Est-ce qu'on pourrait créer une entreprise? Bien entendu, c'est la voie préférée parce qu'elle permet par la suite de créer des emplois et de manière régionale. Ou sinon, comment pourrait-on licencier la technologie à une entreprise existante qui ensuite l'exploiterait pour créer de la valeur. Et donc, je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais plutôt vous sensibiliser aux questions que nous posons à partir du moment où on a un brevet très concret, par exemple en recherche sur l'identification des génomes et du lien de cette identification avec certaines maladies ou encore en chimie et ainsi de suite. Et donc on demande aux étudiants de répondre à plusieurs questions et la première est d'arriver à comprendre la technologie. Parce que pour ça, il ne faut pas seulement lire le brevet, il faut lire également la littérature qui tourne autour de cette invention, de cette découverte scientifique. Ensuite, à partir du moment où ils comprennent la science, la technologie, la découverte, donc à ce stade-là, on parle d'une invention, on leur demande de travailler sur est-ce qu'on peut transformer cette invention en une innovation. Et une innovation, c'est quelque chose qui est utilisé par la société. Et donc là, on se pose la question, bon, c'est très beau d'avoir une découverte scientifique, mais est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une possibilité de l'exploiter? Ici, j'adore l'exemple du laser qui a été découvert 50 ans avant sa première utilisation sur le marché. Donc, c'est une question qui est tout à fait légitime. On a des découvertes scientifiques qui parfois n'ont pas d'application et donc il vaut mieux continuer la recherche dans le domaine, mais ne pas tenter de les valoriser trop tôt. Est-ce que ces technologies permettent de rencontrer un besoin non satisfait? C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment y avoir une utilité pour la société, pour les individus, d'utiliser cette découverte? Et donc, ce sont des questions pour lesquelles les étudiants commencent à faire des études de marché, à voir s'il y a des entreprises actives, et ainsi de suite. Identifier le client, le consommateur ou le patient quand il s'agit
d'innovation médicale. Est-ce que le patient sera plutôt dans un hôpital, sera dans une officine? Est-ce que c'est pour le grand public? Est-ce que c'est spécialisé? Ensuite, évaluer la taille de marché, parce que soit il y a un marché assez important et donc on peut laisser, je dirais, le caractère entrepreneurial jouer, soit le marché est trop faible et là, alors on fera appel à une aide publique pour pouvoir mettre en place l'innovation, la maturité de ce marché. Une autre question intéressante que les étudiants doivent résoudre, c'est de savoir s'il y a des technologies concurrentes. Est-ce que ça existe déjà qui remplissent le même objectif ou qui répondent aux mêmes besoins? Quels sont les modèles d'affaires qui existent sur le marché? Est-ce qu'il s'agit de créer une start-up? Est-ce qu'on crée un service? Est-ce qu'on crée un produit? Par exemple, lorsqu'on invente un software, est-ce qu'on va plutôt vendre un service qui permet l'utilisation de ce software, hein, ce sont les fameux modèles open source, où vous pouvez downloader le software très facilement, mais après la mise en œuvre est compliquée, et là vous avez besoin d'experts qui viennent vous aider à exploiter ou à faire fonctionner ce software dans votre ordinateur ou dans votre institution. Et donc voilà, question assez intéressante. Quelles sont les technologies substituables, mais également s'il y a une technologie de substitution, qu'est-ce que la découverte scientifique apporte? Parce que si on a une découverte scientifique, ça veut dire qu'on apporte quelque chose, en tout cas de manière théorique, et le tout est de voir si de manière concrète, on apporte quelque chose dans le quotidien, est-ce qu'on réduit les coûts? Vous savez qu'Ernest Solvay a développé une innovation de production de soude qui en fait consistait à produire de la soude pour des coûts de loin inférieurs au processus existant. Et donc c'est ce qui lui a permis de développer son industrie. C'est parce que le mode de production était beaucoup plus efficace, moins polluant et de loin meilleur marché que ce qui existait à l'époque. Alors, quel prix peut-on utiliser pour la technologie? Et par rapport à ça, quand on parle du prix d'une technologie, il y a également toute la question qui tourne autour des brevets et qui consiste à savoir est-ce qu'on va déposer un brevet? Est-ce qu'on va-t-on le déposer aux États-Unis, en Chine, au Brésil, ou reste-t-on essentiellement en Europe? Et là, ça demande également des compétences de bien comprendre le monde du brevet, le monde de la propriété intellectuelle et avoir des compétences juridiques. Et puis ensuite, développer le modèle d'affaires, c'est-à-dire voir est-ce que ça vaut la peine de développer ça, c'est-à-dire est-ce que le modèle est durable, est-ce qu'on va créer une entreprise qui permettra de créer des emplois, mais dans la pérennité, c'est-à-dire d'être pérenne. Et pour ça, il faut faire un modèle d'affaires, avoir des compétences financières, budgétaires et stratégiques qui permettent d'investiguer, de creuser, hein, parce que ça reste relativement théorique, mais de développer un modèle d'affaires pour voir s'il y a une durabilité financière et donc, si c'est le cas, ça permettra d'attirer des investisseurs et des entrepreneurs pour créer cette nouvelle activité. Et donc, pourquoi ce cours est particulièrement intéressant et je suis moi-même intéressé et très heureux de le donner. Donc, depuis 2004, je préside le comité de valorisation de l'Université libre de Bruxelles. Et là, on voit des centaines de brevets passer. On a vu des centaines de brevets qui ont été déposés. Donc, plusieurs ne trouvent pas d'opportunités de marché et c'est normal puisqu'il y a la recherche scientifique ne se fait pas par rapport à un marché, elle se fait par rapport à une question scientifique, elle est donc complètement indépendante. Et donc très souvent, nous déposons des brevets mais qui n'ont aucune retombée économique. Par contre, certains ont des retombées économiques gigantesques, permettent de créer des entreprises et donc de l'emploi et de contribuer, je dirais, au dynamisme économique, à l'environnement socio-économique. Et c'est un processus assez compliqué qui est passionnant. Pourquoi? Parce qu'on vous demande à la fois de comprendre les sciences et les technologies. Ce sont vos cours de physique, de chimie qui vous permettent de les comprendre assez rapidement. On vous demande d'avoir des compétences, je dirais, légales
juridique par rapport à la gestion de la propriété intellectuelle. Et là, il y a toute une série de cours qui sont développés en bachelier et en master qui vous permettent de bien comprendre ce qu'est la propriété intellectuelle et comment, je dirais, l'exploiter. Et puis après, il y a toutes les compétences financières d'entrepreneur. Comment on gère une équipe, comment on met une équipe en place et comment on valorise une technologie. Et tout ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de compétences, beaucoup de dynamisme et de passion. Et c'est ce que nous invitons nos étudiants à faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais passer, si possible, aux questions-réponses.